7h au Bénin, bonjour à tous et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Vous êtes au bon endroit pour l'essentiel de l'information. Dans un instant, les unes du jour et ce sera avec vous, Wahab Alikmara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Je vous reviens tout à l'heure. On fera ce matin une radiographie, disons, inédite d'un crime grave qui se répand. La localité de Zinvié dans la commune d'Aboumé-Calavi s'est illustrée par l'acte d'un quadragénaire qui s'en est pris aux petites filles. On l'évoquait hier dans nos différentes éditions du journal télévisé. L'analyse des déclarations des victimes à leurs parents nous renvoie à décrire ce matin ce qui peut, dans un cas ou dans un autre, emmener un homme de cet âge à commettre des actes de viol. À suivre le débat dans le forum et une analyse sociologique du crime avec notre invité du jour. Doji Amouzouvi est professeur titulaire de sociologie. Il sera avec nous autour de 8 heures. Restaurer l'espoir retourne à la vie, c'est une évidence. Le parti de Candide Azanaï est en passe d'obtenir son récépissé définitif du ministère de l'Intérieur, sa reconnaissance légale et en face, la compétition électorale du 17 mai nous renvoie à des analyses ce matin, surtout pour le contrôle de Cotonou. La bataille s'annonce féroce avec les forces politiques en présence. À suivre Moïse Dosoumoun dans sa réflexion du jour. Cette actualité sera évoquée en débat dans le forum. Que mangent les enfants, nos enfants, à leurs heures de pause dans les écoles ? Eh bien, ce matin, notre enquête dans la chronique éducation, Bergedor Adjiou a fait le tour des établissements scolaires. Ces constats plus ou moins satisfaisants dans le magazine qui nous propose en deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Nous ferons également dans cette édition d'Actu Matin une virée chez le cordonnier du quartier avec Wouliat Sanoussi. Et en plateau, on recevra un professionnel du métier de cette semaine. Par la suite, Clément Tchadé nous entretiendra sur des téléprocédures. C'est l'une des réformes instaurées par la Direction générale des impôts. Il était d'ailleurs en ces lieux avec son équipe de tournage Actu Matin. C'est parti pour 2 heures d'infos. Ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Premier rendez-vous sur Actu Matin, les unes du jour, et nous vous retrouvons, Wahab Alikmara. Bonjour Christian et bonjour à tous. Il y a dans l'actualité ce matin, n'est-ce pas, le service repris déjà par le Conseil national de l'éducation, c'est Fraternité qui nous l'apprend. Interview avec le professeur Noël Baguidi, président du CNE. Le CNE, c'est le Conseil national de l'éducation. Le recrutement a été fait et tourné vers la performance. Il n'y a aucune interférence politique. Restaurer l'espoir obtient son récépissé communal 2020, une compétition plus ouverte. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane au sujet de l'amélioration de l'IDH, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Propagation du coronavirus, le ministère des Affaires étrangères rassure les Béninois résidents en Chine. La bataille de Cotonou, c'est le titre de la chronique signée Moïse Dosoumo. À la une maintenant de la nation, performance économique du Bénin, les clés d'un succès reconnu au plan international. Adoption d'un nouveau code d'électricité, le secteur énergétique ouvert au privé. Matin livre à présent, coronavirus, les étudiants béninois en Chine fâchés, la lettre à polémique de l'ambassadeur à Dovelande, les assurances par contre du ministre des Affaires étrangères. Santé après la suppression du droit de grève, les syndicats dans une nouvelle stratégie de lutte.
Le matinal, réforme politique au Bénin, la preuve que Candide Azanahi a claqué la porte à la résistance. Son parti est en passe d'obtenir son récépissé définitif. Protection des Béninois résidant en Chine contre le coronavirus, le ministère des Affaires étrangères prend des mesures. Le Télégramme, communiqué final de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les entretiens avec toutes les parties ont été sereins, francs, dit le président de l'APF. Démarche pour l'obtention de récépissés, restaurer l'espoir peut prendre part aux prochaines élections. Le matin, conséquence de l'amélioration de la gouvernance et des réformes, plusieurs indicateurs économiques au vert. 5 minutes au Bénin. Fermeture des frontières nigérianes, Boiré sous pression chez lui. L'économiste à présent, amélioration de l'IDH du Bénin en 2019, Abdoulaye Biotchane justifie les performances réalisées. Organisme génétiquement modifié OGM, un potentiel danger dans les assiettes de l'humanité. Le Soleil Bénin Info, décision de Candide Azanahi de se conformer aux tests et dans la perspective des élections prochaines après les caprices, le chemin de la sagesse politique. Bénin intelligent, coronavirus, les Béninois en Chine hors de danger. Le MAEC, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, maintient le contact. Cotisation de sécurité sociale et impôt sur salaire, la déclaration unique et le paiement en ligne lancé. Le Canard du Nord, opération de charme à Banikwara en prélude aux communales et municipales prochaines. Sabaï Kate reçoit l'adhésion des FCBE de Kokibourou au bloc républicain. Fin de la 3e mandature de la décentralisation au Bénin, les maires à l'heure du bilan. La relève info, intoxication grossière et mensongère à l'encontre de Moël Bénin. Des espèces politiques en voie de disparition ont repris service. À les entendre, Talon n'a choisi que ces deux blocs, Union progressiste et Bloc républicain. Recommandation de la Banque mondiale, mise en œuvre des réformes fiscales et sociales, le paiement en ligne des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale et des impôts sur salaire, désormais une réalité au Bénin. Quotidien L'Observateur, à bâton rompu avec le CA3 de l'arrondissement de Cotonou, membre fondateur de Moël Bénin, Léopold Arwandinou, nous avons un bilan qui plaide en notre faveur et qui nous rassure que nous sommes sur le bon chemin. Demande de récépissé d'existence légale, avis favorable au dossier du parti Restaurer l'espoir de Candide Azanahi. La boussole à présent, audience du chef de l'État à une délégation de parlementaires francophones. L'Assemblée parlementaire panafricaine salue le leadership de Patrice Talon. Les législatives de 2019 étaient au menu. Mise en conformité aux nouvelles lois électorales par Restaurer l'espoir, Azanahi et ses pairs prêts à ravaler leurs propres vomissures. Le potentiel économie béninoise, la gouvernance Talon produit des points d'honneur à l'international. Après 9 ans de fermeture, les scellés du siège de Le Béninois libéré ôté hier. Donc, frère Christian, voilà un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité, n'est-ce pas, qui s'intéresse aux activités du Conseil national de l'éducation. Justement, le quotidien Fraternité qui rapporte les propos du président du Conseil national de l'éducation. Le recrutement a été fait et tourné vers la performance, et ce qu'il a déclaré. Et puis, dans le quotidien Fraternité, en sa page 3, vous avez la possibilité donc de lire
Cet article d'Angelo Dossoumoun portant sur le parti Restaurer l'Espoir qui obtient son récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. De cette actualité, on en parle largement en plateau ce matin. D'abord à travers la chronique de Moïse Dossoumoun et ensuite dans le forum de discussion de ce matin, les forces pour un Bénin émergent, la DUD ou encore la FCDB ne sont plus les seuls partis de l'opposition. Ils sont rejoints par le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï. Ce parti est en passe donc d'obtenir son récépissé puisqu'il a reçu l'avis favorable du ministère de l'Intérieur. Une mise en conformité qui appelle la réflexion ce jour du chroniqueur Moïse Dossoumoun que nous allons retrouver dans un instant. Il va plus loin et nous parle de la bataille de Cotonou au regard des différentes forces politiques en présence. On va le retrouver dans un court instant, mais tout de suite, qu'est-ce que nous aurons dans le bulletin de l'information? Eh bien, Nagui Balawi est avec nous pour nous apporter des précisions. Nagui, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Plus de contraintes pour le Béninois libéré dans le bras de fer qu'il a opposé il y a quelques années à l'administration. On peut dire que le journal a définitivement triomphé. Dernière étape de cette victoire, les verrous du siège du journal ont sauté. Hier, par acte d'huissier, les responsables sont satisfaits. Et puis la mairie de Nati Tengou et le casse-tête de l'installation des femmes, de la réinstallation des femmes, déplacées dans le cadre des travaux de modernisation du marché Yara sur un site unique et à proximité. À défaut, elles devront se contenter de ce qu'il y a. Au total, 4 différents sites sont en cours d'aménagement pour les accueillir. D'accord, dans pratiquement 5 minutes, ce sera le mini-journal sur Actu Matin. Dans quelques petites secondes, c'est la chronique de Moïse Dossoumoun. Moïse Dossoumoun, bonjour. Une bataille s'annonce à Cotonou. Bonjour Christian, mesdames, messieurs, bonjour. Candide Azanaï revient de loin. Ces 3 dernières années, sa traversée du désert fut particulièrement pénible. Après sa démission intervenue en mars 2017, l'ex-ministre de la Défense de Patrice Talon a pris ses distances avec le gouvernement. Actif aux côtés des contempteurs du régime, sa fougue et sa verve sont restées intactes. À intervalles réguliers, fustigeant la gouvernance en place, il donne l'impression de nourrir des remords quant à son hyperactivisme qui a conduit le chef de l'État à prendre possession du palais de la Marina. Candide Azanaï, qui a aussi démissionné de l'Assemblée nationale en avril 2016 pour se retrouver au gouvernement, n'a plus occupé une fonction officielle depuis lors. À bon droit, il pensait, au vu de ses prouesses électorales antérieures, reprendre ses quartiers au Parlement. Mais c'était sans compter avec la réforme du système partisan qui a consacré en mai 2019 l'avènement de la 8e législature entièrement acquise aux actions du chef de l'État. Ce coup, Candide et l'opposition ne l'ont pas vu venir. Malgré eux, minés par des querelles internes, ils rongent leurs freins. Depuis bientôt 1 an, 2 pièces administratives incontournables pour les partis qui se sont conformés à la charte des partis politiques ont brisé les rêves des opposants. Le certificat de conformité décidé par la Cour constitutionnelle qui devait être délivré par le ministère de l'Intérieur et l'équitisme fiscal qui mettait sur la sellette la Direction générale des impôts. À l'époque, rien n'est fait. Les membres de l'opposition, potentiels candidats aux législatives de 2019, se sont résolus à suivre la compétition en qualité de spectateurs. Cette fois, à l'occasion des municipales et communales prévues pour le 17 mai prochain, de lois coulées sous le pont. La révision de la charte des partis politiques a fait fléchir le ministère de l'Intérieur qui a allégé la procédure de reconnaissance officielle des formations politiques. Désormais, on parlera de récépissé, provisoire ou définitif selon le cas. Mieux, les nouvelles consignes données par le gouvernement à la Direction générale des impôts facilitent la délivrance du quitus fiscal à tout demandeur candidat aux élections à venir. Ces barrières naguère infranchissables sont maintenant supprimées. Le terrain est donc balisé pour que la compétition électorale de mai 2020 soit ouverte. Un à un, les partis dits d'opposition obtiennent donc la reconnaissance officielle. Les forces Cori.Bénin émergent FCBE, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD se sont ajoutées à la force Cori pour le développement du Bénin FCDB, qui a une approche singulière de l'opposition à un régime. Hier,
Le parti Restaurer l'Espoir, dirigé par Candide Azanaï, a rejoint pour ainsi dire le groupe des chanceux. Aussitôt délivré, le récépissé provisoire du parti, déjà déposé au journal officiel, est en instance de publication. C'est dire qu'au sein de ce creuset, les choses vont vite. Dans l'hypothèse où Azanaï et les siens font valider leur dossier de participation communale par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la donne change d'office pour le contrôle de la métropole. Cotonou, qui fait l'objet de convoitises de part et d'autre, sera âprement disputé. Certes, après la publication des résultats, la validation des sièges à l'actif de chaque formation politique sera tributaire de ces prouesses électorales au plan national. C'est dire que le critère de 10% de suffrages exprimés sera source de désillusion pour beaucoup. Mais avant ce verdict, la pré-campagne et la campagne électorale seront éprouvantes pour tous les partis qui décideront de se lancer dans la course. La base électorale du candidat Azanaï, c'est Cotonou, notamment la 16e circonscription électorale. Au vu de ces galères récentes, c'est peu dire qu'il va jeter toutes ses forces dans la bataille. D'ailleurs, sa survie en dépend. Voilà, sa survie en dépend, c'est votre conclusion dans cette édition. Eh bien, le forum va revenir sur cette actualité, l'existence légale donc du parti Restaurer l'Espoir qui est en passe d'obtenir son récépissé définitif. En deuxième sujet, nous allons revenir sur ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui rassure qu'il est très attentif à la situation des Béninois qui vivent en Chine face donc à l'épidémie du coronavirus. Nous aurons donc la réaction des membres du plateau puisque ce sujet, nous l'avions abordé hier en recevant en direct un étudiant vivant en Chine. Et puis, abus sexuels quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Zinvier, un quadragénaire s'est offert des mineurs dans son lit. On va revenir sur ce sujet également. Retenez que nous aurons en plateau par la suite Dodia Mouzovi. Il est professeur titulaire de sociologie. Il nous dira donc ses appréciations. Il nous parlera de l'aspect sociologique de ce crime. Restez avec nous tout de suite. Le mini-journal sur Actu Matin. Lorsqu'on compte les années, ça fait pratiquement 8 ans sous scellé et plus maintenant. Eh bien, retenez que le siège de la rédaction du journal Le Béninois Libéré a rouvert. C'était hier mardi 4 février 2020 par acte d'huissier. La direction générale de cette rédaction a fait un ouf de soulagement. Vous allez le voir dans ce reportage signé Assiongbo Kani, Assiongbo et Moufid Sabouran. Les scellés sont enfin enlevés le mardi 4 février par le cabinet de Maître Bankole, huissier de justice. Un local, les meubles et le matériel de travail poussiéreux. Voilà le visage que présente l'ancien siège de la rédaction du journal, Le Béninois Libéré, plus de 8 ans après sa fermeture. Pour la direction générale du journal, c'est la satisfaction. Il fallait prendre sur soi le courage d'aller devant la juridiction compétente pour connaître de la légalité de la décision prise par la HAC. Nous l'avons fait dans un premier temps et comme rien ne se profilait à l'horizon, eh bien, nous avons introduit une requête en référé suspension qui a été la première victoire, celle qui nous a permis de réouvrir le journal, à savoir d'être sur le marché. Et ce n'est que 2 ans ou 1 an et demi après que la Cour suprême a connu de la décision dans le fond et nous a encore conforté dans notre victoire. Et ce n'est que longtemps après, soit aujourd'hui, que la décision a été notifiée à l'officier de justice Bankole pour ouvrir les scellés. En décembre 2011, sur décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le journal est interdit de publication. 2 de ses responsables exclus de la profession et réhabilités plusieurs années après par la Cour suprême. Les dommages causés sont énormes. Comme vous le constatez, il n'y a plus rien à récupérer là. Plus rien, parce que c'était du matériel fragile. Les onduleurs, les ordinateurs, les imprimantes à toit, télévision, climatiseur, tout ce qu'on a laissé, sans oublier que dans mon tiroir que j'ai vu casser, je n'ai même pas pu toucher. On avait non seulement les chéquiers de l'entreprise, il y avait de l'argent dedans, je ne peux même pas dire le montant. Comme vous avez constaté, on a dû casser, défoncer la porte parce que 9 ans, nous n'avons plus les clés sur nous.
Donc les dommages à évaluer, c'est trop. Depuis leur réhabilitation, Aboubakar Takou, directeur général, et Eric Tchiakwe, directeur de publication, ont retrouvé leur plume et leur passion. Le Béninois finalement libéré, et le journal revient de loin, Nagui Balagoui. Ah ouais, mais c'est une victoire de toute la profession, on va dire. Ça se profilait à l'horizon depuis un certain temps. On va croiser les doigts pour que ça reprenne de plus belle, voilà. La rédaction. Bon, on va parler politique à présent avec ce meeting. La machine est relancée pour les forces Corée pour un Bénin émergent. Ce parti et ses militants vont pouvoir faire leur retour sur l'échiquier politique national. Exactement. Et pour ce comeback attendu de plusieurs, le choix a été porté sur Lobogo, commune de Rouyaboui, département du Mono. Là-bas, j'ai un meeting dimanche avec... pour chef de file, Paul Humpé, soutenu par Alassane Soumanou, Djimbadi Gateri. Une sortie politique grandeur nature qui met fin à une longue période d'hibernation. Le parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, sous la houlette de Paul Humpé, fait ici son retour sur la scène politique. Un retour dont les premiers pas s'effectuent à Lobogo, dans la commune de Bopa, sous une clameur populaire. Monsieur le secrétaire exécutif national, cette rencontre longtemps attendue vous permettra de situer les uns et les autres par rapport aux rumeurs qui ont prévalu jusque-là sur la participation ou non de notre formation politique aux prochaines joutes électorales. Ce meeting, qui intervient à quelques semaines des élections communales et locales, a été un premier test de mobilisation pour ces responsables des structures de base du parti FCBE. De simples militants et sympathisants longtemps sevrés d'un tel regroupement se sont aussi invités à la danse. Population de Lobogo, de Boboga, de Lokosa, nous sommes parmi vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Parce que nous avons compris très tôt que le certificat, le récépissé que nous avons eu n'était pas un certificat de décès. Le récépissé n'est pas un certificat de décès, mais un certificat de vie. Nous irons aux élections parce que c'est une exigence de la démocratie. Au nom de tous les militants du Bénin, du Sud, du Centre au Nord, je vous confirme que nous irons aux élections. Nous sommes prêts pour les élections. Ancien maire de la commune de Bopa et ancien ministre, Paul Humpé démontre au Bitetorbi que son ancrage et sa popularité restent intacts. Les regroupements de jeunes et de femmes qui ont fait sa force lui sont restés fidèles et ont su, à travers ce rendez-vous, drainer d'autres sous la bannière FCBE. Faites-nous confiance. Rassurez-vous que notre combat, c'est pour le Bénin. C'est pour sauver ce pays et assurer son développement. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est la paix. C'est dans la paix que nous pouvons assurer le développement de notre pays. Et c'est ce que nous essayons de faire en cherchant à conquérir le pouvoir par les urnes. Alors, préparons-nous. Choisissez vos candidats. Ceux qui semblent les rejoindre ne pèsent absolument rien. Il importe de vous donner la primeur, de vous dire sans équivoque que FCBE est un parti de l'opposition. Plusieurs responsables de coordination communale du parti FCBE des départements du Mono et du Koufo ont marqué le meeting de leur présence. Le top est ainsi donné depuis Lobogo pour une présence accrue des FCBE sur le terrain.
Et le chat dans sa gorge refuse de le lâcher. On va le retrouver dans nos prochaines éditions. Naguib Alagbe, patron du mini-journal sur Actu Matin. La suite du mini-journal, donc, on va parler du relogement des usagers du marché central de Nati Tengou, un véritable casse-tête pour les autorités locales. Difficile équation pour la mairie qui peine à identifier le site unique à proximité de l'ancien marché, mais à défaut, eh bien, elle tient une formule, 4 différents sites complètement aménagés vont accueillir les femmes. Et puis ceci n'est guère du goût des commerçantes. Elles font un peu l'amour. Nous allons le voir. En lieu et place de ces hangars de fortune du marché central de Nati Tengou, voici le visage que présentera dans quelques mois la nouvelle infrastructure marchande de la cité de Nanto. Après la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de ce marché de type moderne par le ministre à charge du cadre de vie, la mairie, à défaut de trouver un site de 4 hectares en bloc pouvant abriter tous ses occupants, a déjà identifié 4 sites provisoires à proximité du marché pour reloger tous les usagers en attendant la fin des travaux. Le marché de Nati Tengou est installé sur une superficie de près de 4 hectares. Vous comprenez qu'à Nati Tengou, c'est difficile de trouver aujourd'hui en bloc 4 hectares à proximité du marché. Donc nous avons trouvé 2 à 3 sites à proximité du marché vers Bouriouré. Et c'est à ce niveau nous avons dit, compte tenu des produits, nous allons ensemble avec l'association des commerçants là, voir comment les installer pour que chacun puisse trouver de l'espace. Cette option de la mairie qui consiste à réinstaller ces hommes et femmes sur 4 sites différents n'est pas du tout de leur goût. Toutefois, ils se disent prêts à vider les lieux, mais à la seule condition qu'ils soient réinstallés en bloc sur un même site. Nous sommes en train de s'apprêter, mais on ne peut nous amener là, on va rester tous ensemble. On ne veut pas qu'on partager ça. S'ils ont partagé le marché, ça ne veut pas nous arranger. Ça ne nous arrange pas même un peu. Si on pouvait nous trouver un endroit où nous tous qui sont dans ce marché, on peut rester dans le même endroit, vraiment on serait content. Comment les autres peuvent rester là-bas, les autres peuvent rester là-bas? Le marché serait en divagation. Vraiment, c'est pour dire que c'est pour gâter le marché. Personne ne pourra vendre parce qu'on ne peut pas courir de gauche à droite pour pouvoir dire que je vais aller acheter ça là, je vais aller acheter ça là. C'est la concurrence qui fait que le marché va, je vais venir acheter ça là, l'autre vend ça moins 10 francs, l'autre vend ça moins 20 francs, et puis ça marche. Sinon, si c'est pas bien. On est d'accord, on veut le marché, mais il doit nous chercher où rester. 1. Et de 2, ils doivent savoir qu'on doit rester ensemble. 2, 3, 10. Qui vont nous séparer, ceux qui vendent légumes à part, ceux qui vendent les trucs là, les céréales à part, tout ça là, ça ne va pas nous arranger. Imaginons c'est les mêmes personnes qui achètent chez nous. Quelqu'un va acheter du tomate à 100 francs et vouloir de riz 1 kilo, faire des kilomètres, aller chercher du riz ailleurs. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Ils n'ont qu'à revoir ça. Le délai pour libérer le marché est prévu pour fin mars 2020. Mais avant, l'entreprise à charge des travaux devra d'abord aménager les 4 sites identifiés sur lesquels seront érigés des hangars. Le recensement des occupants du marché, déjà réalisé il y a quelques mois, sera réactualisé. La GIZ a eu à faire un recensement par le passé. C'est ça qu'on va actualiser. Le recensement continue. On viendra là où vous vendez pour vous recenser. Comment l'installation va se faire? Nous avons la liste des occupants du marché. Ce n'est pas les nouveaux qu'on veut installer. C'est les femmes qui étaient déjà dans le marché qui seront réinstallées là-bas. Donc nous avons leur liste. Ensemble avec leur association, on va procéder à cette installation pour que vraiment chacun puisse trouver un lopin pour pouvoir mener ses activités. Dans le rang des usagers du marché, beaucoup ignorent encore toutes ces dispositions prises au niveau de l'hôtel de ville. Se faire présenter, donner son nom et son prénom à la mairie, vraiment, nous, on n'est pas informés. Nous vendons dans ce marché, mais on n'est pas informés. Malgré toutes ces difficultés, tous les usagers de ce lieu d'échange commercial s'accordent à reconnaître les mérites du chef de l'État grâce à qui leur rêve deviendra une réalité sous peu. Je salue le président de la République, M. Talon. Il a beaucoup fait. Le marché que vous voyez là, nos grands-mamans ont vendu dans ce marché comme ça. Nos mamans ont vendu dans ce marché comme ça. Nous-mêmes, nous vendons ça comme ça encore. Sans hangar, sans rien.
Donc c'est pour ça que je félicite monsieur le Talon. En attendant le démarrage effectif des travaux de construction de ce marché, ces usagers devront continuer les activités commerciales dans les conditions précaires. Et là, nous étions à Nati Tengou avec Alassane Harouna qui est allé rencontrer les femmes des marchés de Nati Tengou. Une nouveauté dans le processus qui tend vers l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Il est possible désormais de faire la déclaration et le paiement des cotisations sociales sur un même formulaire, et ceci en ligne. Par cette réforme, eh bien, la Direction générale des impôts et la Caisse nationale de sécurité sociale entendent faciliter la vie aux contribuables et aux entreprises. Le lancement officiel de cette plateforme de déclaration unique en ligne a eu lieu lundi à Cotonou. Le Bénin fait encore un pas vers l'assainissement de son climat des affaires. Quelques jours après le lancement de la gratuité de raccordement à l'électricité accordée aux PME-PMI, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts se donnent la main pour lancer une nouvelle plateforme. Il s'agit de la déclaration et le paiement des impôts sur salaire et les cotisations sociales qui se feront désormais sur un même formulaire unique en ligne. Une mesure qui vise à faciliter la vie aux entreprises et à améliorer la qualité des services de l'État. À l'occasion de cette conférence de presse tenant lieu de démarrage de l'innovation, les directeurs généraux ont expliqué les avantages de la réforme. Un pas de plus dans la simplification des formalités pour le bonheur de nos partenaires, les contribuables. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts ont travaillé d'arrache-pied pour concevoir le formulaire unique de déclaration des impôts sur les salaires et des cotisations sociales à utiliser obligatoirement à compter de l'échéance de février 2020. La déclaration commune des impôts sur salaire et des cotisations de sécurité sociale, au regard de tout ce que je viens de dire, est donc une réforme majeure, une réforme à saluer parce qu'elle est destinée à assurer la maîtrise des déclarations de cotisation tout en réduisant, tout en simplifiant les formalités pour les contribuables employeurs. Les entreprises du secteur privé peuvent désormais, à partir de leur bureau, s'acquitter de leurs obligations fiscales et des cotisations sociales via la plateforme e-service de la Direction générale des impôts. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis aux autorités de faire une brève démonstration par des documents tutoriels. Selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement est plus que jamais engagé à améliorer le climat des affaires par cette innovation validée par le Parlement. C'est dire que ces deux déclarations, autrefois séparées et souscrites auprès de deux administrations distinctes, se feront désormais en une seule déclaration via la plateforme e-service de l'administration fiscale. De plus, il ne fait nul doute qu'elle favorisera un meilleur suivi des déclarations souscrites par les deux administrations et une réduction significative des tracasseries et du temps consacré à la souscription de deux déclarations. C'est donc parti pour les entreprises et autres contribuables qui peuvent, à partir de ce mois de février, bénéficier des avantages de la déclaration et le paiement rendu unique. Le secteur privé représenté par le patronat adhère à cette innovation et entend travailler avec la DGI et la CNSS pour sa réussite. Une recommandation de la Banque mondiale traduite ici en action par le gouvernement. Le but final, sécuriser les recettes fiscales et lutter contre la fraude tout en garantissant une meilleure sécurité sociale. On va finir le mini-journal par cette séance de sensibilisation à l'université d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de membres de l'autorité de protection des données personnelles sur la nécessité aux utilisateurs de préserver leur vie privée sur la toile. L'idée s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale de protection des données personnelles. Le point. La technologie avancée et la passion des utilisateurs s'accroît de jour en jour.
Les consultations et fréquentations sur les réseaux sociaux se multiplient au quotidien, même si les utilisateurs ignorent les capacités de nuisance de la toile. C'est ce envers de décor des nouvelles technologies que sont venus partager avec les étudiants de l'UAC les membres de l'autorité de protection des données personnelles. Le 28 janvier sont déclarées Journée internationale de la protection des données personnelles. Donc c'est une suite logique des activités organisées conjointement avec Facebook qui nous a accompagnés cette fois-ci pour cette sensibilisation. Nous souhaitons concrètement que les étudiants prennent conscience vraiment des réseaux sociaux, qu'ils en fassent vraiment une utilisation vertueuse, c'est-à-dire de ne pas, même l'a dit Madame Diaye, de savoir ce qu'il faut poster, ce qu'il ne faut pas poster, de faire vraiment usage vertueux. La journée mondiale de protection des données personnelles n'est donc pas passée inaperçue ici à l'université d'Abomey-Calavi. Aux étudiants et à toute la population d'ailleurs, il est tout simplement conseillé de savoir où mettre les pieds et surtout quoi publier une fois en ligne. La protection de la vie privée sur les réseaux sociaux est un combat commun. C'est un combat des plateformes telles que Facebook, de telle sorte que nous avons une responsabilité de développer des produits qui puissent permettre aux uns et aux autres de garantir la protection de leur vie privée et de la protection de leurs informations à caractère personnel. Mais aussi, c'est un combat pour l'utilisateur d'avoir de bonnes pratiques sur la protection de sa propre vie privée. C'est un combat qui se résume de manière pratique pour l'utilisateur par des actions très simples, telles que ne partagez pas votre numéro de téléphone en ligne si vous ne connaissez pas l'individu. N'envoyez pas des photos à des gens que vous ne connaissez pas. N'acceptez pas des demandes d'amis d'individus que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Il faut être prudent. La prudence est, je dirais, une mesure primordiale pour toute utilisation de l'Internet. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. C'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui peut se révéler nuisible. Nécessité donc à chacun de préserver autant que possible ses informations personnelles et sa vie privée. Internet, dit-on, n'est pas un confident fidèle. Et d'autres informations à vivre avec nous sur Canal 3 Bénin tout à l'heure quand il sonnera à 13h. Ce sera avec Tanguy Agoy à la présentation. En plateau Actu Matin, le fait porte sur plusieurs dizaines de dossiers dans les tribunaux. Ce matin, on revient sur ce cas de viol sur mineur perpétré dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Zinvier. Beaucoup d'interrogations nous emmènent à nous intéresser à l'aspect sociologique du crime. Doji Amouzoui est professeur titulaire de sociologie. Il est l'invité du forum à partir de 8h05. Et en plateau, on va aborder le sujet avec l'ensemble des membres du forum, le forum de discussion sur Actu Matin. C'est tout de suite. Spécialement aménagé pour des clients très exigeants, Millennium Popo Beach est un sublime cadre qui illumine vos séminaires et immortalise vos séjours. Réservé au 00229 95 85 91 22 94 01 66 55 69 52 33 33 69 52 44 44 ou contact @hotel-millenniumpopobeach.com. Millennium Popo Beach Hotel, au-delà de vos rêves. Et voilà, en plateau, nous avons Moïse Dossoumou, vous nous avez rejoint, Herman Parfait, Agnès Bossou, André Dossa et Akime Sédou Séni, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler politique d'entrée avec Restaurer l'espoir qui est en passe d'obtenir son récépissé définitif du ministère de l'Intérieur pour la création de son parti politique conformément aux nouvelles dispositions légales en République du Bénin, un rapport donc au parti politique. Finalement, tous les partis qui se sont créés, surtout les partis dits de l'opposition, obtiennent leur récépissé, André Dossa. Tout à fait. Et c'est une bonne chose que, après avoir boudé un peu ou prou les formalités désormais qu'impose la loi pour exister et pouvoir participer légalement à l'animation de la vie politique nationale, que ces partis se soient résolus à accomplir les démarches. Le dernier, donc en date, celui que vous évoquez, Restaurer l'espoir, qui a déjà, selon les informations, obtenu
son dossier a été validé, il a obtenu un avis favorable. Après, donc le comité qui évalue un peu, examine les dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Et il semblerait que déjà le parti soit déjà en train de faire la formalité au niveau du journal officiel pour obtenir son récépissé définitif. C'est bien, ça veut dire que en mai prochain, on va assister à un débat large, à un débat riche, puisqu'il y aura beaucoup plus de parties prenantes à cette consultation électorale. C'est bien. Je constate aussi que l'obtention du récépissé par ces autres formations politiques vient un petit peu tourner la page de cette crise politique qui a vraiment secoué notre pays. Et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on est passé par un dialogue politique. Il y a eu beaucoup de recommandations qui sont mises en œuvre par les différentes institutions, notamment l'Assemblée nationale qui a joué son rôle en revoyant donc les lois électorales. Alors, parlons du parti Restaurer l'Espoir, Hakimi Seydou Osseni. Doit-on parler de chance pour le parti Restaurer l'Espoir quand on se rappelle qu'à un moment donné de l'histoire politique de notre pays, notamment ces derniers mois, le parti a pris un certain nombre de positions face à la réforme du système partisan? Non, ça n'est pas une question de chance. Quand vous remplissez les conditions, eh bien, la loi prévoit qu'on mette à votre disposition, je dirais, le document qui atteste que vous êtes une formation politique. Et d'ailleurs, les prises de position du parti Restaurer l'Espoir sont de la dynamique, je dirais, de vie d'une formation politique et de la démocratie dans son entièreté. Donc, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de peut-être qu'à un moment donné, eh bien, il y a certainement des petits liens qui ont manqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aujourd'hui saluer le fait qu'en fait, on commence par constater qu'au-delà du bloc républicain, au-delà de l'Union progressiste, jeudi dernier, vous citiez un certain nombre de formations politiques, environ une dizaine, les forces Corée Bénin émergent, et enfin, le parti Restaurer l'Espoir soit donc, je dirais, détenteur de ce certificat qui leur permettent de prendre part aux élections communales et municipales prochaines. C'est une bonne nouvelle et moi, je m'en réjouis d'autant d'ailleurs que, comme je l'avais dit, je crois que c'était le jeudi dernier, nous aurons la possibilité d'avoir désormais sur le terrain plusieurs acteurs politiques, plusieurs offres qui seront mises à disposition des électeurs qui auront maintenant le choix de savoir qui est-ce qu'on envoie. Il ne sera plus question de dire, eh bien, on a été obligé de ne choisir que dans le choix qu'on a mis à notre disposition. Cette fois-ci, nous aurons donc une avalanche de formations politiques. Il y a plusieurs offres pour les partis, les militants, les populations. Exactement. Oui. Maintenant, comment est-ce que ça va s'animer maintenant sur le terrain après l'obtention des différentes... Oui, on va aborder cet aspect tout à l'heure dans nos échanges. Oui. Moïse Dossoumo, avec ces multiples déclarations que nous avons eues de la part du candidat Zanaï et des membres de son bureau dans ce processus qui devait les conduire à obtenir le récépissé, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce parti fasse les démarches au niveau du ministère de l'Intérieur pour obtenir son certificat, son récépissé? Je pense que dès le départ, le parti n'a pas refusé de faire les démarches. Sinon, dès que la réforme a été consacrée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, Restaurer l'Espoir faisait partie des partis qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. Il y a eu des soucis à ce niveau, sans entraîner tout ce qu'on a vu. Et maintenant, les choses sont entrées dans l'ordre. Si dès le départ, ils avaient refusé d'aller déposer leur dossier, on peut dire qu'ils ne sont pas dans la dynamique de ce qui se fait. Mais au moins, ils ont fait le pas. On a vu tout ce que ça a entraîné, tout ce que ça a entraîné comme tiraillement de part et d'autre. Moi, je note juste au départ l'intention de faire. Et maintenant, ça a été consolidé par la nouveauté à laquelle on a droit. C'est heureux. Vous savez, la démocratie, c'est la pluralité des opinions. Et quand vous n'avez pas, vous en tant que citoyen, quand vous n'avez pas le choix d'exprimer votre sensibilité, quand vous, en tant qu'électeur, vous n'avez pas le choix de valider le candidat que vous voulez dans l'urne, c'est un peu compliqué. C'est que c'est des frustrations qu'on gère ainsi. Maintenant que la voie est ouverte et que les uns et les autres peuvent s'exprimer et que les populations peuvent également voter pour qui elles veulent, je pense que de plus en plus, on tend vers l'apaisement et il faut saluer cela. Alors, ça vient changer quoi dans l'espace politique béninois, ce retour ou cette nouvelle vie qu'on offre au parti Restaurer l'Espoir? La pluralité d'opinion. Et donc, ça permet aux citoyens, aux votants, une fois dans les le 17 mai prochain, de pouvoir choisir quel parti ou quel élément, quel candidat ils veulent avoir pour animer un peu la vie politique aussi bien à Cotonou que dans d'autres régions du Bénin. Ce qu'il faut saluer, c'est la démarche de Restaurer l'Espoir qui, dans un premier temps, s'est vu refuser ce récépissé provisoire parce que, prétestant ou c'est pas alléguant de ce qu'il y a eu un congrès c'est pas un congrès de réaménagement des calendriers. Et une fois que le ministère lui a opposé une fin de non-recevoir,
le parti Restaurer l'Espoir est entré dans les règles en procédant à un congrès de refondation cette fois-ci. Ça veut dire qu'en réalité, les tests sont là et doivent s'appliquer. Et il faut saluer un peu cette vision du Parlement qui a essayé de revoir les choses et qui s'est dit désormais, il faut qu'on fasse en sorte que celui qui dépose ces dossiers puisse avoir en une seule fois les éléments à corriger pour qu'on n'aille pas de tiraillement au point où les candidatures soient invalidées par la suite. Je pense que Restaurer l'Espoir est aujourd'hui entré dans les règles. J'ai entendu que déjà hier il y a eu les démarches à l'endroit du journal officiel et donc d'ici quelques jours ce sera publié et donc ce qui permettra au parti Restaurer l'Espoir donc d'avoir le récépissé définitif, de prendre part aux élections. Mais l'autre question c'est de savoir si Restaurer l'Espoir a réussi une fois, puisqu'on a attendu il y a quelques semaines un appel à candidature pour que les gens puissent postuler. Reste à savoir si toutes ces formations politiques, ça fait 12 au total, puisque vous en avez cité 11 la fois dernière, pourront avoir des candidats dans tous les arrondissements. Dans toutes les circonscriptions électorales, dans tous les arrondissements. Oui, André Dossa, je demandais à Emmanuel Daniel-Bossou ce que cela venait changer dans l'espace politique béninois. On a entendu Candide Azanaï se prononcer sur l'actualité il y a un moment. Est-ce parce qu'entre-temps, il n'avait pas son récépissé et que maintenant, il fera un retour sur la scène politique avec son existence légale? Il y a beaucoup de questions autour de ces nouveaux comportements de certains acteurs politiques, notamment de la résistance. C'est vrai, on observe ce silence de la part de Candide Azanaï depuis un moment. Candide Azanaï, à tort ou à raison, est considéré par certains acteurs de la résistance, ou ce qu'il en reste, comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que, bon, on lui attribue un certain nombre de rôles, on lui prête certaines intentions, et on observe quand même que malgré tout, il semble être dans un couloir, et il continue. Et ce couloir l'a conduit aujourd'hui à faire remplir à son parti politique les formalités pour avoir son existence légale. Est-ce que Candide Azanaï, en le faisant, est-ce que la dynamique d'une éventuelle union, en tout cas une dynamique unitaire au sein de l'opposition, au sein de la résistance, est encore possible? Est-ce que Restaurer l'Espoir... Lorsqu'ils n'avaient pas chacun leur parti de leur existence légale, ils étaient divisés. C'est pas avec il y avait cette des possibilités d'aller ensemble, d'obtenir certaines convergences. Ça n'a pas marché. FCBE a rompu les amas, elle a même clairement clamé, DUD a eu son existence, etc. Alors finalement, nous savons qu'il faudra pour ces partis politiques qui ont obtenu aujourd'hui leur existence légale, positionner des candidats dans les 546 arrondissements. C'est des milliers de candidats qu'il faudra obtenir. Chacun d'eux devra prouver son assise nationale en participant à ces élections parce qu'il y a cette question donc de 10% qu'il faut réunir, etc. Restaurer l'Espoir est-elle aujourd'hui une formation politique capable d'assurer et de relever ce défi? Ça reste une grosse question. Et cette question est valable pour d'ailleurs l'ensemble de la dizaine de partis politiques qui prendront part donc, à ces consultations électorales. Toujours est-il qu'il y a des conséquences, des incidences politiques à tirer de ce comportement, en tout cas de l'existence légale obtenue par Restaurer l'Espoir. Et maintenant, désormais, on pourra apprécier la posture de Candide Azanaï à travers, donc, entre autres, cette démarche administrative qu'il vient de faire. Oui, lorsque vous parlez de la posture de Candide Azanaï sur la scène politique, ça nous renvoie à cette chronique de Moïse Dossoumo. Vous avez parlé de la bataille de Cotonou. Le parti Restaurer l'Espoir, c'est désormais un parti national. Pourquoi cette spécification sur Cotonou? Le fait de parler de parti national, que ce soit pour Restaurer l'Espoir ou tous les autres partis que nous avons, c'est encore tôt pour l'instant. C'est des partis qui sont, disons, en chemin vers des partis nationaux. Pour l'instant, les anciennes habitudes demeurent et chacun fait en sorte de rester attaché à son fief naturel, quitte à faire des raccordements de voix ça et là. La construction des partis vraiment nationaux, on a encore du temps pour ça, c'est en cours de route. Remarquez que Restaurer l'Espoir, depuis sa création jusqu'à maintenant, même jusqu'à sa refondation, si on peut dire les choses ainsi, bien sa résurrection, à sa base dans Cotonou, notamment dans la 16e. C'est là où le parti s'est vraiment enraciné. Le reste se fera progressivement. Même si le parti a vocation d'être un parti national, il ne peut pas laisser sa base qui lui a permis d'exister pendant tout ce temps pour aller conquérir d'autres fiefs. Il faudra qu'il marque d'abord justement son emprise sur son fief naturel avant d'aller vers d'autres partis. Et c'est une question de suivi et pour Azanaï et pour le parti lui-même. Si Restaurer l'Espoir passe par une élection et même fait des prouesses en dehors de Cotonou, ce serait curieux. Mais si Restaurer l'Espoir fait des prouesses et dans Cotonou et ailleurs, ce serait salutaire pour le parti. Donc le gros du travail, disons la plus grande bataille, pour Azanaï lui-même en personne, pas forcément pour le parti, c'est d'abord Cotonou et ça passe d'abord par la 16e. Il faudra qu'il prouve à tout le reste des partis là que la 16e c'est sa base, qu'il est toujours présent et que l'électorat lui est resté fidèle. S'il réussit ça,
c'est que tout son combat jusque-là, forcément, est enraciné à un fief. Oui, Hakim Seydou Ouseni, avec la pléthore de partis politiques, notamment le Bloc républicain, l'Union progressiste, ou encore les forces pour un Bénin émergent dans Cotonou, est-ce que vous pensez que Candidat Zanaï a aujourd'hui les moyens de véritablement asseoir sa base, de sortir, de tirer son épingle du jeu au lendemain de cette compétition électorale? Je disais dans ma première prise de parole qu'il va s'agir maintenant des offres. Nous avons plusieurs offres. Il va beaucoup plus être fait ressortir, je dirais, la pertinence de l'offre qu'on met à disposition des électeurs. C'est normal, c'est d'ailleurs juste que Moïse rappelle que le fief du Restaurer l'Espoir reste la 16e, bien entendu. Il arrivera maintenant à restaurer l'espoir de faire constater que malgré son absence sur l'échiquier politique, c'est-à-dire à l'occasion des jours électoraux dernières, eh bien, que Restaurer l'espoir a réussi à entretenir la base et a fait de cette base, je dirais, sa chasse gardée. Et ce n'est qu'à l'aune des municipales prochaines que nous saurons si oui ou non. Il y a au moins, je dirais, cette emprise que Restaurer l'espoir a su la 16e. Je crois qu'au-delà de cet aspect qui sonne comme, je dirais, une normalité, il n'y a que les communales et municipales iront peut-être au-delà des fiefs. Ça va beaucoup plus tenir compte de la personnalité et du candidat qui est présenté pour porter, je dirais, la voix de la formation politique dans sa circonscription électorale. C'est vrai que dans la 16e, eh bien, c'était normalement le fief de Restaurer l'Espoir. Mais n'oublions pas que, eh bien, c'est au nom de Restaurer l'Espoir que l'ancien député de la localité du Septentrion, je vais parler de l'ancien maire de Kalalé, a été élu député, Orousé Guéné a été élu député à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une réalité. Donc, la personne qui est représentée, qui est le porte-étendard, je dirais, de la formation politique, peut aussi jouer en tant que tel, je dirais, dans les résultats finaux, bien entendu. Donc, je veux bien voir comment ça va se passer, mais c'est une évidence que s'il va s'agir maintenant de l'offre, de ce qu'on met à disposition, si ce n'est pas l'offre, c'est peut-être la carrure de la personne qui est représentée. Vous parlez de l'offre, vous parlez de la carrure, et donc, en résumé, le discours qu'il tiendra, Candidat Zanaï. Oui, le discours. Est-ce que Candidat Zanaï est déjà intervenu plusieurs fois dans la crise électorale que nous avons connue pour les législatives? Est-ce qu'il va changer de discours fondamentalement? Je ne pense pas. Je pense que l'homme est déjà connu pour ses prises de position, pour ses prises de parole et tout. La question, c'est de savoir comment ces partis politiques, les 12 formations politiques vont réussir à obtenir les 10%. On a beau avoir un fief qui soit Cotonou, Parakou, Washington. La question, c'est d'obtenir les 10% au plan national. Et donc, c'est à ce niveau que les partis politiques doivent batailler dur. Sinon, le gars, il a peut-être eu 200 000 voix dans son fief, alors qu'il lui faut peut-être 400 ou bien 500 000 voix. Si on a 5 millions de votants, par exemple, pour les communales, il lui faut 500 000 voix. S'il n'a pas les 500 000 voix, il a beau être, c'est pas très fort dans sa base, dans son fief, il ne passera pas. Et donc, je pense que plus il y a plus de formations politiques, plus les voix seront imitées. Et donc, il faudra travailler très dur et donc positionner les éléments qu'il faut dans des fiefs donnés pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Parce que nous voulons avoir un débat très nourri pour les prochaines. Le charme de ces prochaines élections, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Même la situation de Restaurer l'Espoir, le fait d'avoir obtenu un élu dans le Septentrion, et Hakim en parlait, il faudra modérer ça un peu parce que, vous savez, lorsqu'un parti sert de remorque à une personnalité, à un candidat, ça ne veut pas dire que forcément le parti est enraciné dans le fief de celui-ci. Et donc, ces élections ouvertes constitue un défi pour l'ensemble des partis qui vont participer. On ne peut affirmer aujourd'hui que si tel parti pourra obtenir tel fief, etc. C'est en cela que je trouve que, en tout cas, que ces élections seront palpitantes et nous, ce sera que pour nous réjouir parce qu'on pourra avoir de la matière. Oui, André Loussa, je reste avec vous. Une petite réaction à la suite donc de la réaction du ministère des Affaires étrangères à propos de nos compatriotes qui vivent en Chine. C'est bien, c'est un début de réponse. C'est déjà bien qu'il y a eu cette prompte réaction. Moi, je me suis amusé à taquiner quelques amis diplomates hier pour dire ils ont attendu, c'est une réponse à Hakim-Matin. On m'a dit non, le communiqué était déjà prêt depuis la veille. Bon, de toute façon, que ça a été fait la veille ou pas. Le plus important, effectivement, c'est que le contact soit réellement permanent et que les citoyens béninois qui vivent, que ce soit ceux qui sont dans l'épicentre à Wuhan ou encore les autres localités de la Chine, qu'ils sentent vraiment la présence
des autorités béninoises à leur côté, à l'image des autres pays africains qui le font. Il y a plusieurs manières aujourd'hui, les Africains, à défaut de rapatrier, assistent leurs ressortissants qui sont en Chine. Je crois que c'est déjà bien, c'est un point début. Maintenant, il faudra aller au-delà de ces mots et de ce communiqué qui, au fond, ma foi, aller au-delà, ça revient à faire quoi, Man Parfait à Niambossou, lorsque dans un communiqué, on nous dit quand même que l'ambassade suit tout de près et qu'aussi les dispositions sont prises, qu'il n'y aura pas de problème. Puisque vous et moi ne sommes pas à Wuhan et qu'on a eu hier, Wuhan ou Wuhan de toute façon, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons eu hier un compatriote qui nous a présenté la situation. Il dit que les provisions qu'ils ont faites sont déjà terminées. Oui. Pourquoi est-ce que le ministère ne nous dit pas qu'ils ont mis à disposition un bus pour donner à manger? Non, mais justement, on peut alors prendre contact avec les autorités qui sont dans la ville pour que les nôtres ne puissent quand même pas mourir de faim, qu'on leur fasse des provisions, parce qu'en réalité c'est aussi ça la question. Le langage diplomatique consiste à dire oui que nous sommes en relation avec l'ambassadeur du Bénin là-bas pour que les choses soient prises. Non, nous voulons du concret et donc faire en sorte que nos compatriotes puissent manger à leur faim, mais en étant enfermés dans leur chambre et en étant enfermés dans des conditions qu'ils ne reviennent en pleine forme. Étant donné que, bon, vous savez, nous, quand on prend un peu de Solabi, ça permet de lutter contre. Oui, on vous écoute, Moïse Doussou. Je suis resté sur ma faim quand j'ai lu le communiqué parce qu'il n'y a rien de tangible qu'on puisse savoir. On nous dit qu'il y a une cellule d'alerte qui a atteint au niveau de l'ambassade à Beijing là-bas et que l'ambassadeur justement est en contact avec les nôtres qui sont sur place. C'est tout ce qu'on nous a dit. À part ça, rien d'autre. Il aurait fallu justement qu'on anticipe. On sait que quand il y a ce genre de crise liée à des virus, que forcément tôt ou tard, quand ça prend de l'ampleur, on met la ville en quarantaine, on fait ci, on fait ça. Dès que ça a été déclenché, je pense qu'il aurait mieux fallu faire des actions. Pas forcément les déplacer vers le Bénin, mais peut-être les sortir de l'épicentre et les envoyer dans d'autres villes, seront plus ou moins à l'abri et pouvoir vaquer leurs occupations. Quand on n'a pas fait ça, on a laissé la situation pourrie telle qu'elle est. Je ne sais pas vraiment, peut-être à part le soutien moral, ce qu'on peut leur apporter de plus. Alors qu'ils ne sont pas dans le besoin forcément de soutien moral, ils ont besoin d'assistance physique et réelle sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire même dans ces conditions? Une assistance physique, oui, mais ça fait prendre également des risques. C'est ce que je dis. Il aurait fallu qu'on s'y prenne plus tôt. Maintenant, c'est carrément mort, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur faire là maintenant? Je me pose des questions. C'est cela que je dis, le communiqué, il est bon, mais le contenu, il n'y a rien dedans. Oui, Akimé. Non, d'autant d'ailleurs même que s'il n'y a rien dans le contenu, c'est qu'il n'est pas bon le communiqué. Vous êtes méchant ce matin. Non, ça n'a rien de méchant. Vous voyez que il y a eu la sortie médiatique du ministre de la Santé, ce n'est pas hier. C'est depuis la semaine dernière. C'est-à-dire, même avant la semaine dernière, on parlait déjà de l'apparition du coronavirus, bien entendu. Et nous savons, à travers, je dirais, les documents qui sont existants au niveau du ministère des Affaires étrangères et donc via l'ambassade du Bénin en Chine, qu'on a une idée de combien de ressortissants il y a du côté de la Chine. Et de façon plus précise au niveau donc, de cette ville qui se trouve être l'épicentre de cette histoire du coronavirus. Et nous avons entendu hier notre compatriote qui nous dit, quand on fait le point, ça n'attend même pas 100. C'est autour d'une cinquantaine de personnes béninoises, du moins les étudiants, résidents donc. Donc franchement, quoi. C'est-à-dire que depuis l'apparition de cette histoire du coronavirus, quelle a été la réaction prompte, je dirais, de nos représentants à ce niveau-là? On n'a pas eu cette réaction-là. Il fallait nous faire des points. Nous sommes toujours en train de traîner. On traîne les pas, alors que c'est une question de santé. Et j'insiste pour dire que jusqu'à présent, on ne m'a pas encore dit qu'on a empêché des Béninois d'aller vers la Chine. Les gens y vont pour des raisons de commerce, Christian. Quelle est la preuve qu'on m'a apporté de savoir que quand on veut quitter ici pour la Chine, ou quand on a quitté la Chine pour Cotonou, voilà les dispositions qui sont mises en place pour pouvoir régler cette question, je dirais, de contamination ou non. Nous avons vu des vidéos circuler. Elles peuvent être peut-être fausses, mais on me dit que certains compatriotes indonésiens, quand ils devaient rentrer, vous avez vu un peu tout le salamalek qui a été fait autour de leur arrivée au niveau de l'aéroport. Je ne sais pas. On me dira que peut-être que je ne suis pas encore allé à l'aéroport pour constater, mais je veux savoir. Il y a des pays carrément, quand vous descendez de la Chine, on vous oriente d'abord vers une localité, un endroit bien précis, pour vous observer sur 2 semaines. Il faut qu'on nous apporte des précisions sur qui soit exactement. Je vous apprends, quoi, franchement. Il y a Noël Chadare qui souhaite qu'il soit purement simplement rapatrié pour plus d'assurance. Le pays a vraiment les moyens de le faire aussi. C'est pour ça que je pose l'idée de Moïse qui dit on n'a pas besoin de les rapatrier sur Cotonou. Non, on peut peut-être les rapatrier de la ville qui doit être l'épicentre pour une autre ville de la Chine où il n'y a pas encore cette situation de coronavirus. On ne l'a pas fait, le communiqué, franchement. Je vais vous emmener à vous prononcer très rapidement également sur ce sujet. Herman Parfait à Niambossou, on parle d'abus sexuels. Nous avons suivi dans les différentes éditions du journal télévisé sur Canal 3 hier des réactions de parents qui ont narré un peu une histoire dans Zivier, un quadragénaire qui s'est offert dans son lit des mineurs. C'est angoissant. C'est révoltant également.
On nous a dit que le dossier est déjà au main d'un juge qui n'aurait pas pris vraiment le dossier à bras le corps. Parce que les parents, ce que les parents dénoncent là, ce qu'ils déplorent, c'est le fait qu'on leur dise laissez vos contacts, on va vous appeler. Et que le présumé fautif soit encore en train de pavaner. Je pense qu'en réalité, ce dossier interpelle plus d'un. C'est vrai quand vous assistez au dossier de cour d'assises, quand il y avait encore cour d'assises, vous vous rendez compte que sur 20 dossiers, il y a au moins 10 qui concernent des cas de viol. Ça pose un problème au plan national et ça demande à l'autorité de prendre des dispositions qu'il faut pour que ces cas de viol-là ne puissent plus être légion dans notre pays. Pour ce qui est de ce quadrangénaire, je pense que les dispositions 45 ans, les dispositions doivent être prises pour qu'on l'éloigne parce qu'il devient un danger pour sa population. C'est pas qu'il devient un danger, il était déjà un danger, oui, à Moïse Dossoubo. Moi déjà, quand je constate qu'un homme est obligé d'user de la force pour avoir une femme dans son lit, c'est qu'il est un lâche. On doit être en mesure d'approcher la femme qui vous plaît, de lui faire la cour, de la séduire. Mais tout le monde n'a pas votre aptitude. Moi, c'est ma conception de la question. Quand vous utilisez la force pour avoir une femme, c'est que vous êtes un lâche, c'est comme moi je prends la chose. Maintenant, quand vous prenez cette force-là, cette brutalité, sur des petites filles sans défense de 5 ans, 7 ans, je ne veux pas dire que la personne est malade. Si on dit qu'elle est malade, c'est qu'on trouve des excuses pour l'absurde. C'est que quelque part même, la lâcheté est tellement ancrée en lui qu'il a perdu tout sens de la réalité, c'est qu'il n'est plus une personne humaine. Des enfants sans défense de cet âge-là, et on abuse d'elle de cette manière-là. Mais quel avenir les réserve-t-on? Voyez un peu le traumatisme. D'abord les séquelles physiques, au plan sanitaire et tout. Leur épanouissement plus tard, quand elles sont adultes, les troubles et tout le reste là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des dégâts qu'on gère carrément à vie. Et quand c'est des cas comme ça, et que ça va à la justice, qu'on a vu le sort auquel ça a été réservé, on peut se poser des questions sur la suite de cette procédure-là. Est-ce qu'on n'encourage pas un peu? Est-ce qu'on ne traîne pas les pages? Qu'est-ce que c'est des questions à se poser? Oui, André Akimé, oui, André d'abord. Oui, d'abord, moi je voudrais exprimer des inquiétudes. Dans un premier temps, vous savez, lorsqu'on a diffusé ces témoignages-là, jusqu'à présent, il y a pourtant dans ce pays des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, plein d'associations féministes, etc. Mais la gravité des faits devrait susciter une réaction, une mobilisation de leur part. Jusque-là, je vous promets, rien. Nous, effectivement, on a fait, c'est une première étape. Il y a d'autres qui vont suivre. Parce que, et l'autre inquiétude aussi que je voudrais exprimer, c'est que nous avons, on a des éléments de preuve à cet effet, il y a une certaine négligence de la part de ceux qui devraient punir le Papa Salomon. D'ailleurs, Papa Salomon, je vais le dire pour le mot conditionnel, serait toujours en liberté. En liberté. Ici au Bénin, où on a pu violer plusieurs petites filles. On parle de 5 ans. Il y a des pères et mères de famille qui ont suivi, qui continuent de suivre parce qu'on n'a pas fini de diffuser et qui ne réagissent pas. Je voudrais croire que ce n'est pas encore tard pour agir et que Papa Salomon pourra subir, n'est-ce pas, les conséquences, enfin, les peines, la sanction que mérite l'acte qu'il a posé. Oui, Hakim Seydou. Non, je fais mienne les inquiétudes d'André. Je fais mienne, je dirais, je fais bien plutôt le tableau peint par Moïse tout à l'heure pour dire qu'en réalité, eh bien, quand on veut aborder la question, on l'aborde avec plusieurs ressentis. Le ressenti peut-être de quelqu'un, un voisin, le ressenti d'un père de famille qui a aussi des filles et qui se dit attention, si c'est arrivé aux enfants, aux filles, aux victimes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est possible que vous, également votre enfant, quoi que vous preniez les dispositions, c'est possible que ça lui arrive. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire, quand on a entendu les récits des dames, on dit que ce sont des enfants qui sont fans. Tous les enfants aujourd'hui sont friands des dessins animés. Ça, c'est aujourd'hui la mode. C'est un appât. Exactement. Votre monsieur, Papa Salomon, il a même une tablette. Et non seulement, c'est-à-dire qu'il appâte les enfants, c'est qu'il les traumatise. Parce que dans le récit que les dames nous ont proposé, c'est que lorsqu'il va jusqu'à 2 enfants, que si entre-temps il lui arrivait l'envie de vouloir dire ce qu'elles subissent, on leur montre des trucs de Boko Haram, on constate qu'on agit sur leur mental. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les séquelles en termes de blessures que les enfants traînent, les enfants sont traumatisés jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Et je suis aussi inquiet, comme André l'a dit, qu'on ne constate pas que Papa Salomon ait été convoyé vers un commissariat central et que le commissariat central qui soit envoyé devant une juridiction et qu'on nous dise, du moins jusqu'à présent,
qu'il n'y a pas encore une issue à cette affaire de Papa Salomon. Franchement, du moins ce matin, si la juridiction compétente qui a été saisie en la matière, je crois qu'elle a intérêt, à défaut d'aller loin dans cette procédure, qu'elle se mette à l'idée que le châtiment divin est encore plus dangereux que le silence dans lequel ils se sont tués, ils se sont terrés en ce moment-là. Parce que le si rien n'est fait, ne vient pas tout de suite. Non, attendez, vous vous amusez, il s'agit des âmes innocentes. Et pendant que nous y sommes, je crois qu'il y a quand même une autorité suprême au niveau donc de la maison de justice, le ministre de la Justice, qu'on le veut ou pas, qui ne suit pas, j'ai l'habitude de dire que si on ne leur fait pas des fiches, eh bien, non, c'est l'occasion d'Actu Matin pour leur faire des fiches. Il y a que... Exactement. Je lui ai en fait ce matin en direct, monsieur le ministre, pendant que nous y sommes, il y a que, eh bien, à Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi, des mineurs de 5 à 7 ans, 2 ou 3, ont été, je dirais, abusés par Papa Salomon, le temps pour avoir son identité qui se retrouverait à liberté. Si rien n'est fait, je vois que même nous, même comme l'a dit André, le dossier sera poursuivi par nous et on va s'ériger désormais, donc je dirais, en association de défense des droits des enfants. Merci Hakim Seydou Ousseni. En sport, on va vous retrouver tout à l'heure. On parlera de la Ligue 1 française. On proposera les résultats des rencontres qui ont été disputées, bien entendu, ce mardi et aujourd'hui, bien évidemment, mercredi, les rencontres vont se poursuivre. Donc, faire le point tout au complet des rencontres disputées dans le cadre donc, de la Ligue 1 du côté de la France. D'accord, merci. On va vous retrouver en deuxième partie de cette émission. Moïse Oussoumou, merci beaucoup. Demain, on vous retrouvera dans la chronique du jour et puis ensuite dans le forum de discussion. Vous restez en place, André Dossa, Herman Parfait Anyamboussou. Notre dernier sujet abordé, c'est donc ce cas de viol dans la commune d'Abomey-Calavi et en plateau. Nous allons recueillir l'avis d'un sociologue sur ce fait. Il s'agit de Dodji Amouzovi, il est professeur titulaire de sociologie. Il est l'invité du forum. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est l'invité du forum sur Actu Matin, Dodji Amouzovi. Bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour téléspectateurs, bonjour chers collègues autour du plateau. Voilà, vous êtes professeur titulaire de sociologie. On parlait il y a un instant de ce cas de viol sur mineur dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec vous, nous aurons des appréciations sur l'aspect sociologique du crime. Est-ce qu'il y a une explication à cet acte? Oui, forcément. Je vous remercie pour la question que vous me posez, mais je voudrais aussi admirer tout le travail de fond que vous faites pour accompagner nos populations. D'abord, dans un environnement assez global, il y a plusieurs dimensions à cet acte-là, à cet acte innommable, à cet acte ignoble, à cet acte inqualifiable. Tout à l'heure, vous parliez de maladie. Oui, il faut assumer. Un tel individu n'est pas normal. Il est pathologique. Je laisse le soin aux collègues cliniciens, aux collègues médecins, aux collègues psychologues, aux collègues psychiatriques de faire leur boulot pour le ramener dans les normes cliniques, médicales et tout ça. C'est pas la question. Vous posez la question sur le plan social. Sur le plan social, voilà un individu qui est en totale rupture, non seulement avec lui-même, mais aussi avec la société. Mais pourquoi il est en rupture avec la société? Laissons un peu l'individu, parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui vont travailler pour saisir le personnage de cet individu-là. Aujourd'hui, il faut remarquer que nous sommes dans une société qui est fondamentalement en perte de boussole, en perte de repères. Il y a les institutions qui dysfonctionnent, ou qui ne fonctionnent plus, ou qui démissionnent. Prenez la famille, prenez l'église, prenez le couvent, prenez l'école,
prenez tous les espaces de socialisation sont, pour faire gentil, sont en transition, sont en transformation, sont en mutation, ou pour faire brusque, sont en train de muter vers quelque chose qui hier ne nous cédait plus, qui hier ne nous donnait plus les meilleures valeurs. Au point où aujourd'hui, valeurs et contre-valeurs tentent de devenir des références. Or, la contre-valeur ne devrait jamais être en référence. C'est l'une des valeurs, justement, que vous défendez, que nous, apparemment, nous avons perdu, consiste à ce que des enfants puissent fréquenter des voisins, s'amuser avec les enfants des voisins, etc. C'est sans doute aussi le cas de ces 3 petites filles qui se sont retrouvées dans les mains donc, du violeur. L'une, très bien, vous mettez le doigt sur le tout premier aspect de la question. L'une de ces valeurs était que la solidarité devait être agissante. Mais aujourd'hui, c'est quoi la solidarité? C'est quoi le voisinage? C'est quoi le bon voisinage? Ces valeurs ont foutu le camp. Hier, nous étions dans une situation où, lorsque... pas forcément au Bénin, mais à travers le monde, quand on vous dit, mais votre police, elle compte combien d'individus, vous avez combien d'argent? On vous dit, nous avons 2 000 ou 3 000 policiers, mais nous sommes 10 millions de Béninois, nous sommes 10 millions de telles nationalités. Donc, 10 millions de Béninois. Les paramètres, les valeurs sur lesquelles la question de solidarité et de bon voisinage s'appuyait étaient telles que la notion de la honte, la notion du prestige, la notion de l'importance dans la famille avec tout leur sens et la notion de la dénonciation. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'institution familiale. La société en général, quelle est la réponse que nous donnons depuis que cet acte-là a été porté à la connaissance de la société? Quelles sont les réactions que les institutions qui devraient... Je ne voudrais pas jeter la pierre parce que je n'ai pas sous la main. Ce n'est pas forcément en faisant du bruit ou tout ce qui fait du bruit ne fait pas du bien. Certainement que des choses avancent. Certainement même que l'institution de justice fait son travail. Je n'en sais absolument rien. Son rythme n'est pas le rythme de nous autres. On espère qu'elle fasse vraiment son travail parce qu'on a noté au niveau des victimes, des parents des victimes, une certaine, je vais dire, inquiétude. Par rapport à la lenteur que prend ce dossier, même si d'autres développements sont aussi à ce niveau-là. Pour le moment, on n'en parle pas encore, parce que nous aussi, nous sommes médias, on n'est pas autorisés non plus à tout dire. Alors, je voudrais, peut-être avant de vous faire sa question, vous demander, est-ce que quelque part, au-delà du fait qu'on doit condamner le violeur, les parents ont-ils aussi manqué d'attention et cela a-t-il pu aussi concourir à ce qui est arrivé? Ah ben oui, il n'y a pas un acte qui n'a qu'une seule explication. Lorsque nous allons rentrer dans la volonté de décortiquer ça, pourquoi pas, il pourrait, puisque je ne connais pas les acteurs, je ne les ai pas arpentés, je ne les ai pas étudiés, mais on peut supposer un ensemble de choses. Prenez par exemple, aujourd'hui c'est quoi la famille? On devient parent de plus en plus tôt. Il y a une certaine précocité. Il y a une certaine démission, il y a une certaine absence, il y a un certain refus de communiquer, il y a un certain laisser-aller que déjà les parents eux-mêmes assument ou bien laissent passer. Tout ça relève de la responsabilité des parents. Je ne justifie pas ce que le monsieur a fait, il est injustifiable. Mais lorsqu'on va au fond, lorsque j'accepte que mon enfant de 5 ans, par manque de moyens ou pour pouvoir se retrouver avec d'autres enfants de son âge, se retrouve dans la chambre d'un quinquagénaire et tout. Peut-être de tablettes et de dessins animés. Bon, je le prépare avant, pendant et après. Je prends des dispositions pour cet accompagnement. Je fais tout pour que ce monsieur, ce vicieux, ce malade ou ce pathos sache qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Où est-ce que ça se suit? Est-ce que c'est sous sa paillote? Est-ce que c'est dans sa chambre à coucher? Est-ce que c'est au salon? Un parent qui sait que son enfant va là, c'est minimum de dispositions qu'il prenne ou qu'il prend pour que déjà les velléités ne naissent pas, grandissent et se développent pour qu'on assiste à ces drames. Au-delà du cas de Zinvi que nous déplorons ce matin, il n'y a que des cas de viol sont souvent légion dans des dossiers qui pendent devant nos tribunaux. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je reviens encore pour dire, nous sommes une société
qui est en train de rechercher de nouveaux repères. Là, je parle de la manière la plus neutre possible. Sinon, qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup d'institutions qui, d'une manière ou d'une autre, ne parviennent pas à s'adapter, ne parviennent pas sur le rythme effréné auquel notre société dans le monde globalisé se retrouve et ne parviennent donc plus à jouer efficacement le rôle qu'elles sont appelées à jouer. Est-ce qu'on peut donc supposer qu'on est dans un monde en pleine mutation et qu'on pourrait retrouver nos repères après? Ah oui, on retrouvera des repères, puisque cette mutation nous amènera forcément à ne plus retrouver les repères tels qu'elles étaient à l'ancienne, à l'identique. Mais on aura de nouveaux repères qui vont cimenter le nouveau vivre ensemble afin que la société soit harmonieuse. Le premier signal, nous l'avions donné, il était politique, nous l'avions donné en 2016, où nous avions dit nous rompons avec un certain nombre de choses qui n'allaient pas, nous n'étions pas d'accord avec. Nous sommes dans le mois de novembre. Il y a une trentaine d'années, nous avions aussi donné un signal fort en disant arrêtons, et nous étions allés à la conférence nationale. Donc, ces négociations, ça se passe sur le temps. Il faut espérer redorer le blason, redonner la force, redonner les moyens à toutes les institutions sociales afin qu'elles jouent leur rôle. Lorsque le pasteur prend la place du médecin, lorsque le médecin prend la place du prêtre, lorsque le politicien prend la place du commerçant, lorsque le commerçant prend la place de l'enseignant, tout va dans tous les sens. Est-ce que finalement, le chacun pour soi, c'est-à-dire la vie en solitude, n'est pas une solution à ce que vous peignez là comme Non, tableau? pas du tout. Pas du tout. Vous allez dans des maisons aujourd'hui où papa, quand il n'est pas là, la chambre est fermée, les enfants sont à l'intérieur. On ne favorise plus le vivre en Il commun. faut éviter ça dans tous les cas parce que l'homme, l'être, l'individu, l'humain est un être éminemment social. Lorsque vous l'enfermez, lorsque vous l'individualisez, vous le désociabilisez. Il n'est plus social. Comment vous lui transmettez les règles de vivre ensemble? Puisque l'individu isolé vivant seul n'existe que dans les hypothèses de travail. Il faut nécessairement s'ouvrir aux autres. Il faut que toutes les sociétés aient des règles de fonctionnement. Et je ne peux pas, dans mon salon, transmettre ces valeurs de toute la société à mon seul enfant resté chez moi enfermé. Ailleurs, l'individu poussé à l'extrême, nous avons vu ce que ça a donné. Donc nous n'allons pas reprendre les déchets des autres parce que l'individualisme à outrance amène à des crimes, amène à des meurtres, amène à des suicides, amène à une société qu'ils appellent référence, mais dont je me méfie. Des enfants sur qui on a commis, de petits enfants, sur qui on a commis des viols répétitifs, quelles pourraient être les conséquences sur leur vie? Les conséquences vont être désastreuses à tout point de vue. Quel que soit le palier en profondeur que vous prenez dans la société, il y a, si on ne prend pas très rapidement en charge de ces enfants, sur le plan social, ils auront peur d'approcher l'individu, donc il est désassé, il est désocialisé, non pas parce qu'on l'a voulu, mais parce que cet acte l'oblige. Cet enfant, sur le plan psychologique, même sur le plan de l'évolution, sa personnalité, sur tous les plans, il constitue déjà un cas à prendre en charge afin que demain il ne soit pas un problème. Il n'y a pas un seul aspect de sa vie, de sa personnalité qui ne soit négativement impacté par cela. Ne soyez pas surpris qu'à l'âge adulte, cet enfant ou cet enfant ait peur de se mettre ensemble, de se mettre en couple, d'approcher un homme de manière adulte pour faire l'amour. Qu'elle ait peur simplement de l'autre, la phobie. Qu'elle ait peur de rester avec l'être de l'autre sexe ou bien un autre. Et tout ça, c'est du potentiel danger, c'est des bombes à retardement pour le développement. Voilà. Un dernier. Oh, Merci à vous, professeur Douji Amouzovi. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de sociologie. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler du viol sur mineur, les aspects sociologiques du crime. Dans quelques petites secondes, notre rubrique éducation. Et ce matin, nous irons dans les écoles. Je vous reviens juste après cette pub.
LBM, le carrefour des grandes marques. Nous sommes mercredi, votre rubrique éducation, et ce matin, nous vous emmènerons prendre un petit déjeuner quelque part dans les réfectoires des écoles. Ensemble, nous verrons comment les élèves mangent aux heures de pause. Une équipe de Canal 3 Bénin conduite par Bergedor Adjou a fait le tour des établissements scolaires pour s'enquérir des conditions hygiéniques dans lesquelles les apprenants se restaurent pendant la récréation. Et dans les écoles sillonnées, eh bien, la question est traitée avec la dernière rigueur, n'empêche pas que certaines insatisfactions se notent par endroits dans le rang des apprenants qui auraient aimé que la qualité du repas qui leur est présenté soit identique à celle qu'on leur sert à la maison. Suivons ce magazine. Les élèves accourent vers les vendeuses de nourriture quand sonne l'heure de la récréation à l'école primaire publique Godomé Centre. Une équipe en tenue les attend pour apaiser leur faim pressante. Certains apprenants préfèrent le pain, d'autres la bouillie parce que de l'autre côté, il y a à redire sur le couvert. Non, mais on ne me dit pas de laver les mains. On ne me sert pas dans papier. Quand les gens sont venus ici, et c'est ça on nous vend dans chercher. On a dit que de ne plus nous vendre dans chercher, que de nous vendre ça dans papier. Si le réflexe de l'emballage échappe parfois aux bonnes dames, quand elles servent le pain aux apprenants, elles se disent néanmoins irréprochables sur l'hygiène et le soin qui entourent la préparation des repas. Marguerite Dosouyovo est loin de se douter que le génie infantile a vite fait de comparer ce qui se fait à la maison à ce qu'on lui propose au dehors. Et l'exercice ne tourne pas toujours à l'avantage des vendeuses. J'ai vu que c'est pas bon plus que ce que je mange à la maison. Moi, j'aime qu'on ajoute du sel et du cube. Effectivement, les gens négligent un peu la chose. Et comme c'est dans une école, là, bon, on veut voir assez de bénéfices et on a tendance à négliger un peu. Et quand on constate ça, là, on le rappelle à l'autre. Inès Baungo fait le tour des étals pour superviser la cantine du complexe scolaire Le Bon Berger de Godomé. La maîtresse est ainsi de semaine mandatée par le fondateur pour goûter et juger les plats et boissons. En termes de variation, par exemple les mercredis, il y a la vendeuse qui change le mets. Des fois, si on voit des choses, ça ne va pas, on s'approche des vendeuses. Elles sont nos sœurs, poliment pour leur dire, ça ne va pas verser l'eau là, l'eau est un peu sale. Et on se comprend. En plus du maître de semaine, moi-même je me mets à la tâche pour contrôler les maîtres qui contrôlent. Est-ce qu'ils arrivent à bien faire le contrôle que je leur ai demandé? Donc moi je me précipite pour aller voir les vendeuses avant qu'elles ne viennent. Pour qu'au cours du compte rendu là, je vois si le contrôle a été bien fait ou pas. Donc c'est ce que nous faisons ici pour la bonne santé des enfants. Et c'est au nom de la santé des enfants qu'au complexe scolaire évangélique Beraka, le dispositif d'admission des vendeuses et de surveillance se veut intransigeant. Et si l'enfant n'est pas en bonne santé, il ne peut pas pied sur les cours. Donc ce qui fait qu'en début d'année, nous faisons une réunion avec nos vendeuses, puis on les demande d'aller faire une visite médicale. On les oblige avant la rentrée, ils vont d'abord nous présenter ce certificat-là de visite médicale et c'est après ça qu'ils vont commencer à vendre dans l'école. Et après ça, nous contrôlons les propriétés. Les bonnes dates d'être propres, la marchandise même bien présentée pour que les enfants puissent bien manger. Une rigueur qui tient compte des descentes inopinées de la police sanitaire et parfois de la société civile pour apprécier ce qui se fait dans les écoles en matière de restauration et d'hygiène.
Et voilà, merci à vous, Bergelot Adjio, pour cette enquête réalisée dans les écoles aux heures de pause dans les réfectoires pour voir ce qu'ils consomment, nos apprenants. Dans un instant, la rubrique économie avec Clément Achadé. Et tout au long de ce mois de février, nous parlerons des téléprocédures. C'est l'une des réformes instaurées par la Direction générale des impôts. On rappelle que c'est une plateforme mise en ligne qui permet désormais aux contribuables de déclarer et de payer ses impôts. Clément Achadé est avec nous. Je le reçois dans quelques secondes. Achadé, bonjour. Bonjour Christian Coco Adodé. Bienvenue sur ce plateau. Oui, les téléprocédures, on en parle ce matin. Oui, des innovations qui font que depuis 2017, en fait, disons, le budget général de l'État a connu une amélioration positive. Eh bien, pour cause des recettes de fiscalité internes qui dépassent de façon, je dirais, large les recettes de fiscalité de porte, je veux dire les prêts et les dons étrangers. Le Bénin est resté donc un bon élève, car quand vous allez consulter un peu les statistiques conformément à la norme communautaire, la fiscalité, mais aussi la pression fiscale respecte encore la norme, la fiscalité interne qui, grâce aux différentes réformes du gouvernement mises en exécution, comme vous l'avez rappelé par la Direction générale des impôts, les téléprocédures, le e-service qui les regroupe en général, mais aussi, disons, le e-bilan. Alors, que comprendre donc sur quels sont, disons, les impacts de ces différentes réformes sur, disons, aujourd'hui le climat des affaires au Bénin? Voici la réponse dans cet élément que je vous propose et qui fait parler les différents acteurs de la réforme des téléprocédures. Pour améliorer le climat des affaires, le gouvernement béninois a mis en place un certain nombre de réformes liées à la digitalisation de l'administration publique. Des réformes qui visent à dématérialiser l'administration des finances. Parmi ces innovations figurent les téléprocédures regroupées dans le e-service de la Direction générale des impôts. Grâce à cette innovation technologique et pilotée par l'administration fiscale depuis 2018, les contribuables béninois et les entreprises peuvent désormais payer en ligne leurs obligations vis-à-vis de l'État. Alors voilà, un petit souci avec cet élément Clément Achadé. Alors, les téléprocédures, c'est de ça qu'on parlait. On allait avoir beaucoup plus d'explications avec les acteurs de la réforme. Mais malheureusement, l'élément n'est pas allé à son terme. On revient en plateau pour que vous puissiez nous apporter quelques précisions sur les téléprocédures. Oui, en fait, le e-service, malheureusement, le reportage n'est pas allé à terme. Le e-service regroupe en quelque sorte plusieurs autres sous-services et qui permettent désormais aux usagers de la Direction générale des impôts et même à la direction de faire des performances très intéressantes. En 2016, ça c'est les chiffres de la Direction générale des impôts, on était autour de 381 milliards de francs CFA en termes de mobilisation de ressources. Et quand vous allez au niveau du site aujourd'hui de la direction de l'administration fiscale du Bénin, on se rend compte qu'à fin 2019, on est passé donc de 381 milliards de francs CFA à plus de 540 milliards de francs CFA. Et Christian, c'est énorme. Oui. Et donc, quand on essaie de faire une petite étude comparative de ces performances, on se rend compte qu'on a connu une collecte ou des recettes supplémentaires de plus de 150 milliards de francs CFA dans l'intervalle de 2016 à 2019. Donc, on comprend clairement que ces réformes de téléprocédures de la Direction générale des impôts a permis à l'État et au gouvernement d'atteindre de grands niveaux en termes de recettes. Alors, vous dites aussi que tout cela constitue un atout pour l'investissement et améliore sans doute le climat des affaires dans notre pays. Évidemment, Christian, vous savez, le climat des affaires en ce sens que les entreprises, qu'elles soient aujourd'hui
étrangères ou béninoises n'ont plus à faire des queues au niveau des guichets de collecte des impôts. Aussi, malheureusement, les acteurs eux-mêmes auront pu l'expliquer. Mais l'autre chose aussi qu'il faut aborder, c'est que des obligations qui nécessitaient par exemple des coûts énormes pour les entreprises et même pour les particuliers, je veux dire les contribuables, aujourd'hui, pour déposer votre état financier au niveau au niveau du guichet, vous n'avez plus besoin de faire des photocopies parce que tout est numérisé aujourd'hui. Oui. Et il suffit tout simplement d'avoir là, ça vous facilite la tâche et puis également, vous gagnez du temps. Oui, non seulement le temps, mais aussi le coût. Comme je vous le disais, les dépenses que les entreprises devaient faire, les déplacements, si vous devez quitter par exemple Paou pour vous rendre à Cotonou ou à la direction des impôts, vous n'avez plus besoin. Donc, vous économisez tous ces fonds-là. Donc, voilà autant de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut même dire sans nul doute. Alors que vous, en tant qu'individu, vous gagnez et l'État également. Oui, l'État gagne. C'est ça, je vous rappelais pas les performances de la direction générale des impôts qui a fait en espace de 3 ans, tenez-vous tranquille, une collecte supplémentaire de plus de 150 milliards de francs CFA. Cela permet de financer durablement notre économie. D'accord. Merci à vous Clément Achadé pour ces précisions. Je rappelle que l'élément qui devait nous permettre d'avoir toutes les précisions sur cette réforme n'est pas allé à son terme malheureusement. Mais on verra, on trouvera l'occasion de revenir là-dessus. Merci Clément, très bonne journée. Je vous en prie. Dans un instant, mesdames et messieurs, la rubrique métier de la semaine avec Wuliat Sanoussi. Nous allons voir ce que cet acteur fait de ses mains ce mercredi dans le métier de la semaine. Wuliat Sanoussi et son cadreur Elvis Tonoucoin ont passé des heures dans un atelier de cordonnerie avec le patron Valère Amoussou. Ils ont suivi pour nous le processus de fabrication ou de réparation de chaussures. Le magazine est à suivre et ce, juste après ceci. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Il a choisi comme métier la cordonnerie. Valère Amoussou est un jeune qui fabrique des chaussures de toutes sortes. En dehors de leur fabrication, il les répare également lorsqu'elles sont endommagées. Et pour le faire, le processus est tout simple. La personne a amené sa chaussure. Je voulais changer la semelle de la personne. En changeant la semelle de la personne, on paye la semelle d'abord, on trace, on prend la gabarit d'abord avant de tracer d'abord avant de couper. Si on coupe, on passe la colle là-dessus et on ajuste sur notre machine qui est allumée et on donne la forme de la semelle et on trace. C'est un bon métier, ça donne beaucoup. Moi, je ne savais pas. Si je savais, j'allais laisser l'école depuis 2010 par là pour continuer la cordonnerie. Mais ce n'est pas grave. Le niveau que j'atteins maintenant, c'est bon. J'invite mes jeunes frères d'apprendre ce métier. Ce métier, ça donne beaucoup. Ça passe. Le métier est devenu très tôt une passion pour l'artisan. Je faisais ça au village. Je couds les chaussures qui coupent les dimanches pour les circonstances. Je faisais ça au village. Pour prendre les 25 francs
pour faire cela, pour faire les photocopies, c'est pour ça. Si Dieu te donne quelque chose là, si tu te donnes un don là, il faut savoir utiliser ça. J'ai fait de 6e en terminale, j'ai été bac 2 fois, ça n'a pas marché. C'est pour cela que j'ai continué ce métier. C'est un bon métier, ça donne beaucoup. Moi, je ne savais pas. Si je savais, j'allais laisser l'école depuis 2010 par là pour continuer la cordonnerie. Mais ce n'est pas grave. Le niveau que j'atteins maintenant, c'est bon. Pour réaliser une paire de chaussures, l'homme a besoin de quelques matières premières qui sont pour la plupart importées. Pour fabriquer une paire de chaussures, ça, on prend la colle, il y a la colle, il y a semelle, il y a carton, chiffon, il y a un nombre de matériel pour utiliser pour faire la cordonnerie. Ceux qui nous vendent les matériels, ils prennent ça au Nigeria pour nous vendre ça ici. D'autres vendent ça au niveau de Misebo, Gaïto, c'est comme ça. Le travail est apprécié par la clientèle, avoue-t-il, même si parfois certains préfèrent acheter des chaussures fabriquées à l'extérieur. Une situation que déplore Valère Amoussou. En tout cas, en France et les États-Unis, eux là, ils fabriquent la qualité. Si leurs chaussures viennent ici au Bénin, Béninois là, ils voient que c'est une bonne qualité pour acheter. Pour nous là, si on fabrique, eux ils donnent les prix bas. Ici là, ça dépend. Si tu choisis ceci comme ça là, c'est à 8 millions ça. Si on te présente, on te dit qu'il faut payer ceci à 8 000 là, c'est difficilement pour payer. Si on met ça dans une boutique et si on te donne 45 000 là, bizarrement ils prennent ça quoi. Malgré cela, le spécialiste des chaussures a des ambitions pour son métier. Il en profite pour lancer un appel aux autorités. J'ai envie d'agrandir mon atelier pour former les jeunes, pour que cet atelier soit un atelier de qualité, un atelier de modèle. Si cet atelier n'est pas bien équipé, j'ai besoin des matériels, les machines, les grosses machines, les choses. Je souhaite que nos autorités nous soutiennent pour que notre métier de la cordonnerie avance au Bénin et que la population béninoise consomme nos produits. La cordonnerie est un métier qui se pratique un peu partout au Bénin, mais il reste encore traditionnel. Dans l'espoir que ces projets se concrétisent, Valère Amoussou s'épanouit avec cet art qui reste pour lui une passion. LBN le carrefour des grandes marques. Et voilà, ça ira très vite dans cette partie. Notre invité de métier de la semaine qu'on devait recevoir est coincé quelque part dans le bouchon à Cotonou, malheureusement. Bon, nous allons continuer avec les sports. Hakimi Seydou Ouseni qui est en plateau juste après. On va retrouver la revue de presse qu'il est pratiquement en train de finir à Siomokani à Siongbon. Oui, Hakimi, bon retour en plateau. Ah, ce sont les aléas du direct. Des imprévus, des impondérables qui
qui interagissent. Oui, qui parfois nous mettent en difficulté. Tout à fait. Mais bon, on fait avec de toutes les façons. Ouais, Christian, on va y aller avec les sports pour faire constater, comme je le faisais remarquer donc dans la première partie d'Actu Matin, qu'il va s'agir essentiellement de la 23e journée de la Ligue 1 plutôt. On est en France. Des rencontres ont été disputées ce mardi et en autres résultats proposés aux amis téléspectateurs. Il n'y a que le stade, que disent les Canaries et Nantes. Cette formation a perdu devant le Paris Saint-Germain, me dira-t-on normal. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain s'impose donc par le score de 2-1. L'AS Monaco prend le dessus sur Angers. 1-0, victoire également étriquée de Lille sur Rennes, 1-0. Ils sont donc là les rencontres disputées. C'était déjà ce mardi comme temps pour l'acte premier de la 23e journée de la Ligue 1 française. La suite des rencontres de cette 23e journée, c'est bien pour ce mercredi, entre autres affiches, Nice qui sera en déplacement pour y affronter le Stade de Reims. Nîmes jouera contre Dijon, Montpellier affronte le FC Metz. Amiens sera en déplacement pour jouer contre l'Olympique lyonnais. Du côté de Toulouse, eh bien, les Toulousains offrent leur hospitalité aux Strasbourgeois. Bordeaux joue le Stade brestois et puis les Verts de Saint-Étienne seront les adversaires à jouer de l'Olympique de Marseille. Rencontre très très importante et qui, je dirais, tiendra donc le haut des pavés à l'occasion donc de cette 23e journée de la Ligue du côté de la France. On aura donc les résultats de toutes ces rencontres. Ce sera donc dans l'édition d'Actu Matin de demain, notamment dans la rubrique Sport Matin. Nous allons faire constater également, quand autre information, quand on revient au Bénin, Christian Dandidian, c'est beaucoup plus pour nous intéresser à cette jeune Gloriana et Naoum Christian qui fait, je dirais, la fierté de la petite balle jaune. Je ne veux pas donc de tennis. C'est aujourd'hui une graine de championne, cette petite, qui fait franchement forte sensation, sollicitée sur plusieurs cours, pas seulement au plan national, mais aussi sur le continent africain. Elle confirme. La preuve, c'est que bien, les dernières compétitions auxquelles elle a pris part ont été donc des compétitions sur lesquelles elle a régné presque en maîtresse, pour dire les choses, en patronne, pour dire les choses comme ça. Si tout va bien, le lundi prochain, on fera un zoom sur cette Gloriana Naoum. Pourquoi pas même l'envoyer un invité, parce que déjà un travail se fait autour d'elle, notamment à travers ses performances et consorts. De toute façon, c'est une évidence que quand il y a des trains qui viennent à l'heure, il faut donc savoir les féliciter, les saluer. Donc si tout va bien, lundi prochain, on aura donc Gloriana et Naoum, un grain de championne sur votre émission Canal Sport. Avec elle, on va aborder un peu, je dirais, tout ce qui concourt à cette performance au niveau donc de la pratique de cette discipline, parce que là également, il faut faire constater que le cadre y est favorable, puisque les responsables premiers de la Fédération béninoise de tennis, et à travers eux, je veux parler du président Talon, Jean-Claude, et son vice-président Aboubakari, et font un travail impeccable en termes, je dirais, de détection et je dirais de performance et d'encadrement au niveau donc de ces jeunes pépites qui également apportent la preuve de ce qui est bien, un bon encadrement, un bon environnement et créer des résultats intéressants. C'est ce que Gloriana et Naoum est en train d'apporter en ce moment. Je rappelle qu'elle n'a que 12 ans, Christian, et avec 12 ans, franchement, elle fait forte sensation, non seulement au plan national, mais également sur le continent africain. En gros, et bien d'elle, on parlera, ce sera bien le lundi. C'est un peu le focus qu'on proposera aux amis téléspectateurs à l'occasion du grand format exactement de Canal Sport. Ce sera à partir de 21h lundi prochain. Mais on rappellera également, Christian Dandian, que c'était hier, ils sont rentrés au pays. Je veux parler de nos désormais ambassadeurs. Je veux parler de Israël Football Club qui était du côté de Kinshasa pour le compte de la Coupe de la Confédération, éliminés d'accord de la compétition. Ils sont rentrés, c'était hier. Et avec eux, Christian, je le faisais constater aussi, et bien on retiendra que pour une première fois, le Bénin a été représenté par un club, même si à l'arrivée au décompte final, c'est beaucoup de buts qui ont été encaissés, un seul but marqué pour un seul point engrangé. Eh bien, on retiendra qu'en termes de moisson, en termes aussi d'expérience, eh bien, la formation a acquis beaucoup d'expérience. On reviendra de loin là sur un bilan tout au complet avec sur le plateau également l'entraîneur de cette formation, Richard Bior, qui nous dira un peu son expérience acquise à l'occasion de cette campagne africaine. Et puisque vous êtes en campagne africaine, des rencontres en retard vont être rattrapées durant donc la trêve qui accourt en ce moment. Première rencontre à disputer par cette formation, c'est bien, eh bien, pour le samedi prochain. Isaïe sera l'adversaire de Béké Football Club. En attendant les deux autres rencontres en retard, celle qui va être disputée
disputée face donc au Buffle de Parakou et celle qui sera disputée face à la formation de l'Estonner de Boycon Christian. Voilà, il y a un tirage au sort aujourd'hui. Un tirage au sort des quarts de finale du second tour des Coupes africaines, puisqu'on a parlé tout à l'heure donc de Isère Football Club. Il y a que bien les clubs qualifiés, non seulement pour le second tour au niveau de la Coupe CAF, mais aussi qualifiés pour le second tour au niveau de la Ligue africaine des champions. Le tirage au sort va se faire aujourd'hui et demain, on proposera à Christian, aux amis téléspectateurs, le point complet de ce tirage au sort et nous proposerons aussi les résultats des rencontres disputées aujourd'hui du côté de la France et comme temps pour la 23e journée de la Ligue 1 française. Merci à vous, Hakim Seydou Ouseni, pour toutes ces informations sportives sur Actu Matin. Mesdames et messieurs, vous restez en place dans un court instant. La revue de presse avec Assiongbo Kanye Assiongbo qui reviendra sur l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les journaux, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Vous aurez également La Nation qui a parlé des performances économiques du Bénin avec les clés d'un succès reconnu au plan international pour notre pays, le Bénin. Restez donc en place, la revue de presse c'est tout de suite. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Azanaï épouse enfin la légalité, restaurer l'espoir, bientôt reconnu. L'information vient du quotidien Le Potentiel qui écrit que dans les jours qui s'annoncent, un nouveau parti politique va s'ajouter à ceux existants légalement jusqu'ici. Son nom, Restaurer l'espoir. En effet, suite au dossier normalisé déposé le 29 janvier comportant des actes de création du parti Restaurer l'espoir, le comité d'études des dossiers a fini son travail et a émis un avis favorable en écrivant qu'après les démarches de ces derniers jours, Restaurer l'espoir s'est conformé aux exigences du ministère de l'Intérieur et peut donc jouir de son existence légale. Le quotidien Fraternité souligne qu'en dehors du bloc républicain, de l'Union progressiste, du PRD, de Moël Bénin, des FCDB, qui avaient une existence légale avant les législatives de 2019, puis de l'UDBN, du DUB, du Parti de la Flamme renouvelée, du PER, du GSR qui ont suivi, l'échiquier politique national a fini par enregistrer en l'espace de quelques mois deux grands partis de la résistance. Ainsi, après les FCBE, c'est Restaurer l'espoir qui vient donner foi à la volonté du chef de l'État d'œuvrer à ce que la compétition des communales soit véritablement ouverte et puisse effacer le mauvais souvenir des dernières législatives. Nouvelle expression de faire observer qu'en adoptant enfin un comportement républicain, le premier responsable du parti RE démontre que les conditions contenues dans la charte des partis n'étaient pas insurmontables et qu'il fallait juste faire preuve de bonne volonté. Et pour le matinal, c'est la preuve que Azanaï a claqué la porte à la résistance et son parti est en passe d'obtenir son récépissé définitif. Au vu du nombre de partis politiques qui s'agrandit, Fraternité relève que contrairement aux législatives de 2019 où seuls les deux blocs de la majorité présidentielle ont eu l'onction de la Sénat pour briguer les 83 sièges de l'Assemblée nationale, pour les prochaines municipales et communales, c'est bien parti pour une dizaine de listes. C'est tout de même heureux, note Bénin intelligent, de savoir que la page des querelles politiciennes se tourne irréversiblement et rassure les uns les autres des prochaines joutes électorales âprement disputées. Et puis, dans une interview qu'il a accordée à Fraternité, le président du Conseil national de l'éducation, Noël Baguidi, déclare qu'il n'y a aucune interférence politique. Le recrutement a été fait et tourné vers la performance. Et selon le journal, il a rassuré le peuple béninois que le système éducatif, autrefois dans un état désuet, retrouvera ses lettres de noblesse. Mais cela nécessite, selon lui, un travail de qualité. À l'en croire, il serait précipité d'attaquer le mal par la racine si une étude approfondie n'est pas faite. Après la publication de l'amélioration du rang du Bénin au classement de l'indice du développement humain par le Programme des Nations Unies pour le développement, le ministre d'État chargé du plan de développement Abdoulaye Biochane s'est confié à la presse. L'économiste le rapporte qui dit que ce sont de bonnes nouvelles qui nous viennent du PNUD, une institution internationale et également de la Banque africaine de développement. Ces nouvelles disent que l'indice de développement humain de notre pays
s'est améliorée. L'IDH, c'est un indice composite qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, l'espérance de vie à la naissance, l'évolution du produit intérieur brut et également l'éducation à travers le taux d'analphabétisme. Fraternité le site qui confie que s'il y a une leçon à retenir, c'est aussi qu'il faut garder le cap sur la politique macroéconomique, sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Et il faut aussi garder le cap sur les politiques sociales. La Nation d'écrire que pour faire ce bond spectaculaire en ce laps de temps, il a fallu d'énormes sacrifices et efforts tant pour le gouvernement que pour le peuple béninois. Les Béninois de tous bords doivent être fiers des performances que réalise l'économie sous le leadership du président Patrice Talon. Selon le journal qui poursuit pour écrire que les bonnes statistiques affichées attestent de ce que les efforts du peuple béninois ne sont pas vains. Dans les pêle-mêle, le gros titre de Bénin intelligent est consacré à l'assurance que donne le gouvernement aux Béninois vivant en Chine. Selon ce journal, dans un communiqué en date du mardi 4 février, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération rassure qu'aucun d'eux n'est contaminé et que le contact est maintenu avec eux. Soleil Levant, dans l'affaire dépassement des frais de campagne, informe que les charges de faux et usage de faux contre Lionel Zinsou sont abandonnées. Libération parle de ce que le Bénin se dote d'un nouveau code sur l'électricité et un nouveau cadre qui rassure davantage les investisseurs privés. Les 4 vérités rapportent que le maire de Lalo lance un appel aux bonnes volontés pour venir en aide aux sinistrés de l'incendie qui a brûlé plusieurs habitations. La presse du jour s'intéresse aux difficultés liées aux dernières élections législatives au Bénin pour écrire que l'APF salue les progrès réalisés pour la sortie de crise. Merci de m'avoir suivi. Voilà, la revue de presse qui vient mettre un terme à votre matinale sur Canal 3 Bénin, c'était Actu Matin. Merci de votre attention. Merci également à toutes les équipes de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, vous retrouverez Tanguy Agoy pour la grande édition du JT de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. D'ici là, portez-vous bien.